Florence Muller et Fabien Gorja. La lumière va se faire petit à petit. J'ai envie de commencer par une question différente de la question standard que tu attends là maintenant. Non, qu'on commence par un biais comme ça un peu singulier. Je voudrais qu'on parle du personnage du père, parce que j'ai quand même le sentiment qu'une des forces du film, c'est d'avoir résisté à un cliché probable, c'est-à-dire d'en faire potentiellement le méchant de l'histoire, et d'avoir du coup osé créer un personnage en réalité de plus en plus sympathique, suscitant l'empathie du personnage, alors que par ailleurs, on aurait très envie de le détester, en fait, pour être vraiment avec la famille. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, comme ça, pour rentrer dans le film, quelles étaient, toi, les questions que tu te posais par rapport à l'écriture de ce personnage, au départ très extérieur, et puis de plus en plus important dans l'histoire? Bah oui, en fait, j'ai l'impression que c'est même de l'idée de donner la chance au personnage d'Eddie et ce qui m'a fait aller au bout de cette histoire pour une fois, parce que cette histoire, j'essaie de la raconter depuis bien longtemps et j'ai toujours mis ce projet dans des tiroirs, et puis parce qu'elle est ancrée dans une histoire qui a vraiment qui est très liée à mon enfance. On a été famille d'accueil, on a un petit garçon, etc. Moi, j'avais très peu d'éléments sur ce qu'était la famille du petit garçon qui était chez nous. Et je pense que quand j'ai fait ce travail un peu d'enquête, que j'ai rencontré d'autres familles, que j'ai écouté d'autres histoires, rencontré des éducateurs spécialisés, que j'ai entendu l'histoire d'un père qui ressemble très fortement à celle d'Eddie que j'ai mis dans le film, c'est un peu ce qui a déclenché en fait ma possibilité d'aller au bout de ce projet en termes d'écriture. Malgré tout, ça m'a été compliqué, une fois que j'avais ça, de faire ce travail-là, c'est-à-dire de donner tout ce système, de construire tout ce système d'empathie qui arrivait au fur et à mesure, et que moi, j'épouse aussi. Je finis par épouser le point de vue de ce personnage, et ça a été vraiment le grand travail d'écriture, et parce qu'en fait, au fond, il peut me permettre en plus, au-delà, effectivement, d'être dans cette dynamique où il n'y a pas d'antagonisme, et où il n'y a pas de méchant dans l'histoire, et où c'est ça qui allait pour moi être au cœur de la problématique du film, et de notre rapport à l'émotion. C'était aussi, du coup, ça me permettait d'être complètement dans cette histoire d'émotion, de débarrasser aussi... le problème de ce genre de ces situations, on entend beaucoup des situations liées aux familles d'accueil, qui sont liées avec des parents en difficulté sociologique, toxiques, et tout, etc. Donc oui, il y a beaucoup ces histoires-là, mais il n'y a pas que ces histoires-là, et surtout elles m'ont empêché d'aller au bout de cette histoire. Et c'est comme si j'avais fait j'essaie de le dire autrement, c'est comme si j'avais réussi à greffer avec une histoire que j'ai trouvée dans le réel aujourd'hui, et raccorder avec mon sentiment d'enfant, moi, quand j'ai vécu cette histoire-là, puisque j'avais pas tous les éléments, et que les parents de cet enfant, c'est peut-être, on pourrait cocher presque toutes les cases de ce qu'on imagine d'un point de vue caricatural, sociologique de ce genre d'histoire, et que je suis allé chercher aujourd'hui une histoire qui pourrait me raccorder avec moi, enfant. Donc ça a été un des éléments importants, mais après il y a eu tout le travail d'écriture pour donner cette chance au personnage d'Eddie. Voilà, c'était... Et peut-être ce qui m'anime le plus maintenant, je peux peut-être en dire avec un peu plus de recul, parce que le film est fait, parce que je l'ai beaucoup montré, parce que à force d'en parler, je comprends que c'est surtout que il me permettait d'être à cet endroit où l'émotion, qui est un peu la matière première du film, les personnages, ils sont à la fois pollués par leurs émotions, ça leur permet aussi de déplacer les montagnes, ça leur permet de faire des choses importantes, mais ça leur permet, et par contre, ça a aussi perverti leur regard, leur jugement, voilà. Et avec Anna, et Anna par rapport à Eddie, je pouvais me retrouver exactement dans cette problématique-là. Quand elle arrive chez lui, par exemple, elle voit une cité, elle voit un immeuble, elle voit cet endroit où elle n'a pas du tout envie que cet enfant aille, parce que on se raconte bien des choses quand on arrive comme ça dans un endroit comme ça, et que c'est son émotion finalement qui parle, plus que son regard sociologique. C'est parce qu'elle aime cet enfant, parce que ça la rassure, elle, de ce qu'elle croit qui est bon pour cet enfant, que de se dire que cet endroit-là, c'est pas forcément le bon pour lui. Et c'est l'émotion qui nous fait regarder ces choses-là. C'est pour ça que dans cette même scène, il y a Jules qui regarde à l'envers l'immeuble, et qui dit c'est rigolo, il habite en haut, etc. Et l'immeuble, il y a des fenêtres rondes. Enfin, c'était... Voilà. Et le personnage d'Eddie devait absolument m'aider à travailler cette problématique-là, comme ça.
Je décode juste un truc que tu as dit, mais de façon très très rapide. La base autobiographique, c'est la maman qui garde les enfants, et un cas précis d'un enfant qui est resté avec toi de l'âge c'est le schéma du film. De 7 mois à 6 ans, oui, c'est ça. Sur la partie vie familiale. Oui. Mais par contre, ce que tu greffes, c'est l'histoire de l'enfant d'une mère morte, dont le père confie la mère à une famille de garde le temps de se reconstruire. Exactement. Oui. C'est ça, absolument. Ça, c'est une histoire que j'ai entendue, dont je me suis beaucoup inspiré, et qui m'a servi à aller au bout de mon envie d'aller. Parce qu'en fait, finalement, dès que je me suis autorisé à me dire que j'avais envie d'être réalisateur, mon premier réflexe a été d'aller chercher dans cette histoire-là, de mon enfance, de raconter quelque chose. Et donc j'ai écrit même un premier scénario dans mon métrage quand j'avais 19 ans, qui est dans un tiroir maintenant, mais qui vraiment essayait à peu près de tout raconter. Voilà. Du début à la fin, passant par le milieu, etc. Je me suis beaucoup perdu dans cette histoire-là. Et dans la vraie vie, vous avez revu l'enfant qui avait grandi après toi? Non, jamais? Ah oui. Non, on l'a pas revu, et moi, quand j'ai dans mes plusieurs tentatives, parce que je pense que j'ai essayé d'écrire ce film 3 fois, avant, ça serait la 4e. J'ai fait une recherche et avec les réseaux sociaux, on se dit ça va être facile, etc. Et puis finalement, ça n'a pas été, je ne l'ai pas trouvé, puis je me suis très vite, en fait, je me dis qu'en fait, il ne fallait pas que je lui impose de nous revoir, et que ce qui m'importait le plus, alors maintenant je le dis parce que le film est fait, et que maintenant j'ai ce sentiment-là, comme ça, très ancré, c'est que, au fond, ce qui m'importe le plus, c'est que si le film lui arrive, ce qui est possible, ce sera beau. Si le film lui arrive, c'est pas tant qu'il désire reprendre contact avec nous, mais c'est qu'il sache que du coup, il a été important. C'est quelqu'un qui n'est pas juste passé dans notre vie. C'est quelqu'un qui l'a, en tout cas, qui a marqué la mienne au fer rouge, quoi. Donc voilà, c'est ça. Si le film arrive, je le saurai peut-être probablement jamais, mais voilà, c'est ça le. Ah oui, on peut commencer comme ça. Allez-y. Mais il n'y a pas de trace entre votre famille, il n'y a pas de trace? Non, enfin, il n'y a pas. C'est pas comme. Enfin, je ne sais même pas concernant les histoires d'adoption, d'ailleurs, évidemment, d'enfants à un moment donné soucis, je ne sais pas quoi, on a une trace. Non, j'ai essayé, le peu de traces qu'il y avait, je suis allé les remonter et j'ai vite. Voilà, malheureusement, enfin, je serais obligé de vous dire que probablement cet enfant, par rapport à ce que moi je montre dans le film, je sais très bien que dans le film, j'en montre une forme assez idéale et que je voulais quand même à l'intérieur de cette même rêver presque, comme si tout ça, à la fois ça appartient à un souvenir. Donc du coup c'est un peu l'ordre du rêve, et que les rêves ont deux prix à payer, qu'il y a le rêve qui un tout petit peu se remettre dedans, et donc là ce serait évidemment le personnage d'Eddie dans ces cas-là qui vient un peu briser ce rêve, mais il le fait parce qu'il a toutes ses raisons de le faire, et puis que le rêve prend une fin. Voilà. Mais voilà, donc c'est plutôt donc ça reste une forme rêvée quand même, une forme réelle de ce que moi j'ai traversé. Ça reste une forme rêvée. À force d'ailleurs avoir voulu en faire une fiction depuis si longtemps, je ne sais même plus des choses qui appartiennent de l'ordre de mon envie d'en faire une fiction, et donc de réinventer des souvenirs au passage, que des souvenirs vraiment. Ce que je peux dire, voilà, pour juste faire, c'est le schéma, c'était le même, il est arrivé à 18 mois, il est parti à 6 ans, ça c'est la même chose, que l'endroit dans lequel on lui a dit au revoir, c'est à peu près le même genre d'endroit, la ferme de l'Arche de Noé, tout ça, j'ai très envie de restituer. En fait, la scène de la ferme, évidemment, c'est la scène originelle de l'écriture de ce film. Il y a 2 scènes qui sont dont j'ai remonté le fil pour écrire cette histoire, c'est celle-là et celle, pas longtemps avant, c'est la scène du juge. Il y en a une que je pense avoir un peu vécue, c'est la scène de la ferme, une que j'ai pas du tout vécue, qui est la scène du juge, mais par contre qui était très portée par mon envie de faire. J'étais très croyant quand j'étais petit, vous avez vu, il en reste un peu des choses quand même. Et voilà, ça m'est passé, ça sert, mais j'ai été très nourri, très hanté même par les histoires de l'Ancien Testament qui sont un peu de ma mythologie grecque à moi. D'où l'Arche de Noé. Voilà, d'où l'Arche de Noé, le jugement du roi Salomon qui était la scène du juge. Et donc je voulais que le juge soit la scène, je voulais vraiment qu'il y ait la scène du jugement du roi Salomon. C'était une scène un peu réelle, une scène de pure fiction, d'histoire. Et donc c'était. Voilà, je suis parti de ces 2 scènes-là en fait, un peu pour écrire le film. Alors attends, je vais aussi apporter un petit distinguo dans ce que tu viens de dire. Tu parles de scènes rêvées, tout ça, et d'une sorte d'utopie. Mais en fait, une des vraies beautés du film, et c'est un des vrais risques qu'il prend, je dis ça y compris par rapport à la réaction de certains des exploitants le jour de la convention du pacte, c'est qu'il y a un truc, moi j'ai rarement vécu au cinéma comme ça, c'est que la temporalité des scènes
n'est pas la même selon qu'on traite de la famille et selon qu'on traite du rapport à l'extérieur, c'est-à-dire à Heidi. Et en fait, il y a d'une certaine manière deux utopies. Il y a l'utopie du père plutôt bienveillant qui va effectivement se réapproprier son enfant, sa famille, son histoire, et du coup se reconstruire et construire un rapport filial qu'on entrevoit à la fin sur la place de Rennes. Mais il y a aussi ces images extrêmement troublantes de bonheur familial qui en fait sont presque, entre guillemets, dans le film, presque trop grandes, trop belles, trop... Et ça tient à la photo, ça tient à la fluidité des mouvements d'appareil pour filmer, cette espèce d'entente, de jeu permanent, de complicité avec le père, enfin... Et en fait, on ne peut réellement aimer le film que si on comprend ça pendant le temps de sa projection. C'est que le temps du récit de chacun de ces espaces n'est pas le même. Il y a un temps qui est une espèce de temps rêvé, reconstitué, qui est du coup une espèce de passé au carré, quoi. On l'a revisité, et du coup, on ne se souvient que des meilleurs moments, que par exemple, voilà, il y a le père qui lui dit quelle est ta journée idéale, et en fait, on comprend là que tout ce qu'on voit depuis le début, y compris la piscine, y compris les jeux, ce qu'on croit être l'anniversaire, mais en fait, ça tourne un peu court, enfin, mais qu'en tout cas, dans tous les souvenirs forts d'union familiale, on est dans la reconstitution, en fait. Comme toi, tu as pu l'être au moment où tu as enfin réussi à dépasser les obstacles pour en faire un scénario. Ça, c'est un truc dont tu étais vraiment conscient dès l'écriture, cette idée d'une espèce de double rapport à la temporalité et du coup, quand même un peu à l'imaginaire, à la reconstitution. En tout cas, c'est sûr que les scènes, je le dis, je fais un film sur la famille qu'un film de famille. C'est-à-dire que c'était les scènes de famille, elles devaient être à la fois du pur présent et du pur passé, c'est-à-dire tout ce qu'ils sont en train de vivre, ils l'ont toujours vécu, c'est longtemps la dernière fois qu'ils le vivent, et le rapport de mise en scène est venu du fait de se dire que moi, mes parents, quand ils nous filmaient avec leur super caméra Super 8, ou moi, comme je le fais avec mon téléphone portable grand angle, quand je témoigne de ça, je ne vais pas filmer ma famille quand on est en train de se disputer, quoi. Enfin, hein, vraiment, c'est aussi pragmatique que ça, c'est des moments de joie qu'on garde, qu'on veut absolument garder, des moments de bonheur, et que le film devait essayer au maximum d'en garder tout cela, parce qu'à l'intérieur de ces moments-là, il y avait la chronique d'un départ annoncé d'un enfant, etc. Donc il y avait ce sentiment qu'il y a des réalités que je suis allé chercher tout de suite en mettant tous ces gens-là dans un paradis artificiel. Enfin, voilà, il y avait la notion on se lance dans les vacances dans un endroit totalement artificiel. Enfin, c'est une famille artificielle, de toute façon, mais pour autant, c'est une vraie famille. C'est des souvenirs qui ont l'air complètement artificiels, et pourtant, c'est des vrais souvenirs. Enfin, c'était à cet endroit-là que ça se perd un tout petit peu, quoi. Et effectivement, et c'est ce que je disais, le rêve a comme prix que le réel, de temps en temps, il vient un peu le remettre à sa place. Et donc, elle est dit, et le réel, et dire, ok, les gars, votre harmonie, votre bonheur, je viens un tout petit peu le réajuster de ma présence, et il va falloir se continuer aussi cette question-là maintenant. Et dire bien réajuster, et puis il y a un deuxième personnage qui représente un peu le réel, c'est Nabila. Parce que Florence, c'est quand même un peu un personnage qu'on n'a pas envie d'aimer, en fait. Il y a un truc un peu comme ça, parce qu'elle dit ce qu'il doit être, et on a envie, nous aussi, d'être un peu dans la bulle, et de croire que cette famille peut être éternelle, et de prolonger ce bonheur éphémère. Comment on joue cette ambiguïté-là, qui est à la fois de dire ce qui doit être, et en même temps de sentir peut-être qu'on est dans une espèce de contrepoint de l'utopie générée par le film. D'abord, il y avait un exemple de ça, on en parlait avec Fabien, de la personne qui existe vraiment. Et dans la première séquence qui avait été tournée, il y a des expressions consacrées qui sont celles qui sont utilisées. Et moi, j'avais qu'à me glisser là-dedans parce que il y avait entre nous étrangement une familiarité, c'est-à-dire je ne sais pas pour quelle raison ça s'est passé comme ça alors qu'on ne se connaissait pas. C'est comme si tu me faisais confiance là-dessus. Et je ne pouvais pas douter que j'étais dépositaire de la loi et que c'était injuste. Mais moi, j'ai jamais vécu d'avoir le mauvais rôle. Comme actrice, la difficulté, c'était de ne pas être dans l'empathie. Un petit peu, mais pas trop. Ce qu'elle dit, très bien. Et moi, j'avais en face de moi Mélanie Thierry, qui était d'une intensité rare, vraiment folle, sur chacune des prises.
Et c'était chamboulant, en fait, de travailler avec elle comme ça. C'était éprouvant aussi certaines séquences parce que on savait tous que c'était l'histoire de Fabien. Et par exemple, je vous relate juste une petite anecdote de tournage parce que moi, j'ai jamais vécu ça par ailleurs. Les scènes, la scène de la fin, quand ils doivent se séparer, Fabien nous a tous convoqués, comme on fait au rugby, comme ça, tous les acteurs et puis les techniciens aussi. Et il nous a rappelé tous les enjeux et il nous a relu la scène avec le scénario en main. Or, nous, on connaissait le scénario, on l'a tous lu, on a lu la même chose, on a eu les mêmes versions, on a été ensemble. Or, il nous apportait de la même voix, qui était une voix vraie, puisque c'était son histoire, et on disait la même chose, on faisait famille. On était chacun à nos postes, mais on était tous ensemble, on s'aimait en fait. Et ça, c'est des moments qui donnent beaucoup de puissance parce que on mélange probablement les choses, mais c'est un endroit qu'on a entre la tête et le ventre, un endroit du cœur, et c'est ça l'art pour moi, c'est un endroit de solitude. Quand on y arrive tous ensemble, alors cette solitude-là, elle est possible, parce que c'est ça la dignité humaine pour moi. Et du coup, la façon de travailler, elle n'était pas... moi, je ne m'identifiais pas à ce rôle, j'étais ce rôle, je ne me posais pas de questions, je suivais un mode sensible, en fait. Voilà. Et la sensibilité dans laquelle on était, elle n'empêchait pas le ludisme, parce que quand même, sur la scène du juge, Fabien n'a pas voulu nous dire qui était le juge. Et quand on était donc de dos, sur la première prise, on ne savait pas qui c'était. Et comme c'est Dominique Blanc de la Comédie Française et que c'est une des actrices vénérées par tous les acteurs, c'était ludique qu'on ne sache pas. Voilà, c'était. Cette scène-là, j'avais gardé comme ça, comme sorte de petite excitation sur le tournage, qu'ils ne sauront pas qui va rentrer dans la pièce au moment où on va tourner la scène du juge, quoi. Parce que moi, j'avais joué sur le roi Salomon, donc j'ai mis déjà une sorte de tension comme ça. En vrai, à la fin, c'est pas cette première prise où il découvre qui reste dans le film. C'est pas vrai. Ce que ça amène de faire ce genre de choses, notamment, moi ça m'importe, c'est d'essayer de recréer du sacré aux prises. Avec le numérique, parce que j'ai commencé à faire des courts-métrages en pellicule, le sacré, il est tout seul, il vient de fait, parce que on n'a pas tant de pellicule que ça, on n'a pas tant de prise que ça possible. Et au moment où on fait la prise, voilà, il y a cette sensation, il faut y aller, c'est maintenant, il faut obtenir quelque chose. Et comment on remet un peu de ce sacré-là dans les prises, alors qu'on sait qu'on peut presque tourner encore longtemps. Là, il faut trouver à chaque prise, à chaque endroit, cet endroit où on remet une sorte de tension entre nous, pour donner l'importance de l'instant T, de la prise, etc. De s'amuser avec Mélanie, Félix et Florence sur l'idée qu'ils ne savent pas qui est la personne qui va rentrer dans la pièce, ça mettait, voilà, comme ça, dans le tournage, tension. C'était très beau ce que tu racontais, Florence, et je pense que c'est une des raisons du succès, de la réussite du film. Je vais essayer de le dire ça de façon un peu synthétique, mais c'est que tu parlais d'espèce de confusion entre des valeurs humaines et le travail, et évidemment, c'est le sujet du film. Enfin, le personnage n'arrive plus à établir la frontière entre ce qui relève de son activité professionnelle et ce qui relève de sa pulsion et de l'amour envahissant qu'elle a pour cet enfant, enfin, débordant. Et en fait, le film me paraît vraiment réussi de ce point de vue-là, c'est que en réalité, on est totalement en empathie avec cette femme, ce qui fait que moi, la première phrase que j'ai prononcée à Fabien en sortant du film, c'est un truc que je ressens très fort pendant le film et qui est la clé de sa réussite pour moi, spectateur, c'est que aimer, c'est toujours aimer trop. Et qu'en fait, le film fait l'éloge de ça, de cet excès-là, de ce débordement-là, et en même temps, voilà, il affirme la nécessité pour quelqu'un d'extérieur de rappeler qu'il y a quand même des règles, qu'il y a quand même de la loi, qu'il y a quand même l'intérêt de l'enfant qui n'est pas exactement celui-là, et tout va tendre vers cette logique de séparation qui est dans l'ordre des choses.
Mais en fait, ce qu'on a vécu, nous, comme spectateurs avant, c'est quand même l'injustice profonde de cet arrachement. Et on est à la fois dans ces deux points de vue, c'est-à-dire de vivre cette injustice et d'être absolument avec elle, y compris parfois jusqu'à penser que c'est peut-être bien qu'elle n'ait pas appelé pour prévenir Nabila, parce que quand même, ils vont effectivement s'offrir un temps privilégié, et cet enfant a vraiment envie de ce partage-là. Et en même temps, évidemment, on se dit sur un plan rationnel, oui, il va bien falloir, voilà, c'est son père, c'est son fils, donc il faut accepter ce principe de la séparation. Et de tenir de façon aussi forte ces deux logiques-là ensemble, et de faire en sorte que chaque spectateur puisse être plus ou moins sur une de ces deux logiques, mais que ça tienne jusqu'au bout, pour moi, c'est ça le petit miracle du film. Débrouille-toi pour réagir à ça. Mais non, mais moi, c'était le projet, c'était que ce soit exactement à ce moment-là. Je suis très heureux qu'on l'entende et qu'on puisse le vivre comme ça. Si tant est que c'est ce qui est partagé. Mais oui, c'était vraiment tout le travail d'écriture. Et après, avec les comédiens, à tenir le sens, comme dit Florent tout le temps. J'ai trouvé toujours cette crête-là et elle s'est réajustée à chaque étape, quoi. Cette fameuse crête, qu'on soit toujours à ces deux endroits en même temps. Et c'est vrai que ça c'est beaucoup... j'ai dû beaucoup y réfléchir par la présence du personnage d'Eddie, par son écriture, et même en termes de pure mise en scène, quand ça se cristallise de plus en plus, hein, plus on avance dans le film, plus cette question-là, elle devient de plus en plus perturbante, et ça se joue comme dans une scène comme dans l'appartement où elle vient pour Noël, justement, l'amener chez lui et qu'elle repart avec, et que la scène est construite sur ce que je disais, du rapport à l'émotion. On arrive dans cet appartement avec Anna, avec ce qu'elle s'est tapé avant, des mômes qui lui ont mis la pression, etc. Il faut qu'il vienne à Noël avec nous. Elle se sent avec Eddie qui arrive en retard, la possibilité de souffler sur la braise de ça, elle le fait, elle obtient ce qu'elle veut, et puis ils vont dans la chambre au fond, et elle fait un pas de plus dans l'appartement, juste un pas de plus. Et en fait, on s'aperçoit qu'en faisant ce pas de plus-là, la perception qu'on a du lieu, elle change un tout petit peu, et on voit qu'il a mis un sapin de Noël, qu'il y a des dessins au mur, etc., etc. Et que du coup, on n'est plus totalement tranquille avec le fait qu'elle ait réussi. Voilà, mais en même temps, on trouve que c'est juste qu'elle ait envie de le faire. Enfin voilà, et que voilà, cette crête-là, elle a été, c'était le projet d'écriture, c'était le projet de la mise en scène, c'était le projet de la direction d'acteur, c'était tout ça. Qui pose une petite question, Florence ou Fabien? J'arrive. Ce que je trouve pas mal dans l'idée de filmer la vie rêvée, etc., en effet, c'est ce qu'on ressent comme des photos de vacances, comme des photos d'un bonheur idéal. Et quand même, au milieu de ça, elle parle de son travail. Et c'est quand même nommé. Elle dit, tu vas pas m'apprendre à faire mon travail, etc. Elle parle de travail. Et c'est vrai que c'est enfin voilà, c'est complexe ça, quand même, qu'on a du mal à penser que cette femme ait accepté de faire ce travail-là, presque. Enfin voilà. En tout cas, la question du travail, elle vient en fait un tout petit peu à rebours, à retard. Au début, on ne s'est jamais vraiment formulé que ça l'est. Et puis, Eddie, en fait, c'est lui qui la formule très clairement la première fois en disant « Après tout, ça fait partie de votre travail, de lui apprendre, de lui faire faire ses devoirs. » Et en fait, c'est comme si on se réveillait, nous. Ah bah oui, merde, c'est vrai que c'est un boulot... Et après, voilà, elle utilise cet argument-là à son compte quand elle se dispute avec Driss un petit peu plus tard, exactement. Et cette question de travail, est-ce que c'est un travail? Bien sûr, c'en est un. En organisation familiale, maintenant, elles sont un tout petit peu plus formées. Il y a un salaire qui correspond aussi au temps qu'elles donnent, etc. N'empêche que, même si ce n'était pas le cas à l'époque de ma mère, parce qu'il y avait une sorte de... Alors, je vais vous parler très concrètement, de manière très triviale, on appelait ça un défraiement et non pas un salaire. Il y avait à peine une formation, c'était des rencontres qu'il faisait avec les gens qui décidaient si oui ou non on pouvait accueillir un enfant chez soi. Maintenant, il y a un système de formation, ça se professionnalise un tout petit peu plus. Et les problématiques, le rapport à l'émotion que ça suscite, est-ce qu'il faut donner trop d'amour ou pas, parce que on disait que ça, c'est vraiment le truc qui m'a monté, et que je faisais dire à Nabila dans la scène qui finalement est coupée, à un moment qu'elle le dise, parce que je trouvais que le film raconte tellement tout ça que finalement il n'y a pas besoin que Nabila le formule à ce point-là, mais elle disait la première fois qu'on voit Anna et Nabila ensemble, vous vous rappelez ce que je vous avais dit, hein, aimez-le mais pas trop. Là on est vraiment au cœur du problème. Voilà. Et c'était ça qu'on avait dit à ma mère, aimez-le mais pas trop. Et c'était ça son travail. Donc c'est vrai que la question du travail, en termes de ça, pour moi elle se perd totalement dans ce que... Ah oui, à la famille d'accueil. Enfin à la sorte familiale, je veux dire, pas à la famille d'accueil. Non, mais ça
Non. Et après, quand on est embarqué, comme nous on l'a été, on est embarqué dans cette affaire. C'est-à-dire que c'est le travail d'une personne, mais les autres sont là au moment où elle fait son travail. La frontière, elle est très... Ceci étant, j'ai essayé de travailler, de mettre au début du film c'est les endroits pile à l'endroit où elle a fait bien son travail, c'est-à-dire, au fond, avec un rebours maintenant, elle accompagne à la messe tous les dimanches matins, parce que, comme assistante familiale, elle a l'obligation d'assurer l'éducation religieuse d'un enfant, quand bien même c'est pas la sienne. Il ne va pas à l'acrobranche avec les autres, parce qu'elle n'a pas l'autorisation de lui faire une activité dangereuse, elle n'a pas... C'est à l'endroit même où elle fait bien son travail qu'elle crée ce lien totalement surmaternel avec lui, parce qu'elle se retrouve dans une situation en plus si singulière, hors des autres, que c'est l'endroit où son amour pour cet enfant peut se développer. C'est l'endroit même où elle a fait bien son travail. J'ai une question sans doute un peu bête, mais je profite de ce que vous êtes là pour vous la poser. Parce que j'ai vu plein de films avec des enfants dans ma vie, mais je me demande comment est-ce qu'on fait pour diriger un enfant aussi jeune dans des scènes aussi dramatiques, avec un enjeu aussi fort. Vous avez 3 heures de plus. Non, oui, c'était toute l'angoisse de la fabrication de ce film, c'était exactement cette question-là, la direction le travail avec les enfants sur des scènes qui en plus charriaient des enjeux hyper importants de dramaturgie, que ce soit même des scènes tendues comme pas, par exemple. Il y a un certain nombre de couches de choses qui se sont mises en place. C'est des paris qu'on fait sur une manière, à la fois sur un choix, sur une manière de travailler. Et puis, moi, je pense que la dernière couche, quand même, qui prévaut à tout ça, c'est aussi une petite part de miracle et de chance sur le fait d'avoir tombé sur des enfants, et notamment sur Gabriel, qui a été l'enfant qu'il a été. Ceci étant, le premier choix, ça passe par le casting. Moi, j'ai appris, grâce à une directrice de casting qui avait déjà travaillé avec les enfants, j'ai appris des choses auprès d'elle, la manière dont elle avait de croire absolument qu'il fallait travailler avec des enfants qui comprenaient ce qu'on allait raconter. Ça a été une idée clé, à mon sens, du film. Christelle Barras de Montreuil. Christelle Barras de Montreuil, absolument, mais oui, c'est le moment où il faut le dire, tu vois. Absolument, Christelle Barras de Montreuil qui a fait cette première phase de casting avec moi, parce qu'on n'a pas pu continuer la deuxième, il y a eu le confinement qui est venu un peu perturber la préparation du film, et puis Christelle était plus disponible, et j'ai travaillé avec Marine Albert ensuite. Ceci étant, avec Christelle, la manière dont elle avait de parler aux enfants, d'être sûr que les parents avaient bien compris l'histoire qu'on racontait, ce qu'eux en avaient compris, et comment elle s'appuyait sur leur compréhension d'eux pour les aider même à comprendre la scène qu'on était en train de passer en casting, ça c'était une clé quand même pour moi, pour la suite, qu'on a développé, surdéveloppé, sur être sûr que les enfants comprenaient tout le temps ce qu'on était en train de faire, à tous les moments. Parce que du coup, quand ils ont développé leur capacité à jouer un peu, et ben ils ont pu s'appuyer là-dessus, sur leur compréhension, et être toujours dans le sens avec nous. Avec plus ou moins de difficultés, évidemment, à l'échelle de ce qu'ils pouvaient comprendre. L'autre, donc ça c'était super. Après, c'est un choix qu'on fait, qu'on rencontre des enfants en casting, et Gabriel, le petit Simon, c'est l'intensité de son regard, la manière qu'il avait d'écouter au premier degré, et n'importe quoi on faisait la scène, à chaque fois en casting, il était là, l'impression qu'il les découvrait pour la première fois, alors qu'on avait refait plusieurs reprises. Et c'était sur la scène, il faut qu'il arrête, faut que tu arrêtes de m'appeler maman. Et sa manière de dire juste, ah bah pourquoi? À chaque fois, systématiquement, c'était hallucinant, comme s'il avait l'air de le découvrir tout le temps. Alors qu'on était en train d'être sûr, on passe à casting, Gabriel, tu comprends, c'est pour un film, oui. Faut arrêter de m'appeler avant. Bah pourquoi? À chaque fois ça revenait, ça c'était assez troublant. Je dis pas que la suite après, les autres répliques derrière, c'était bien. Non, ça tombait à plat, comme à peu près tous les enfants qu'on avait en casting. C'était pas un comédien, mais sauf que lui il a mis le doigt sur un truc sur lequel on a soufflé après et on a réussi. Enfin, Gabriel, ça a été impressionnant de voir comment il a compris à son échelle ce que c'était de jouer. Et les deux autres, Jules, Basile qui joue Jules, il avait un petit décalage, il avait son univers, il avait sa manière d'être qui me plaisait beaucoup. Je savais qu'au moins on aurait ça de lui. Et à Idriss qui joue à Adrien, un autre Montreuillois. Oh, absolument. Que n'est-il pas là ce soir? Et oui, c'est vrai. D'ailleurs, Fabien. Il a été question. Je le réalise que maintenant. Ouais. On appelle ses parents. Mais il a une facilité à improviser, à être dans la scène tout de suite. C'était, voilà, lui, et en plus il a rejoué depuis, c'était son premier film, et depuis il a été repéré, il a fait même un autre film avec Liel Salem, ils ont partagé une scène ensemble, ça a été un hasard, mais
Voilà, il avait le truc, quoi. Enfin, et après, le système sur le tournage, ce qui a payé, à mon sens, c'était d'essayer de créer avec les enfants, tout en les incluant dans le jeu qu'on allait mettre en place. C'est qu'on allait mettre sur le plateau, mettre une sorte d'ambiance, de tension, d'ambiance, de joie, ou de tension, suivant ce qu'on avait besoin pour la scène, en improvisation. Et qu'à l'intérieur de ces improvisations-là, à un moment donné, on allait glisser sur le scénario tel qu'il est écrit, pour qu'ils aient jamais à commencer, et que ça glisse, et qu'ils s'appuient sur la manière, ce qu'ils ressentaient, ce qu'on arrivait à créer comme ambiance sur le tableau, pour aller dans la scène. Je peux donner un exemple très concret, très simple, qui va vraiment vous expliquer à quel point Gabriel a été exceptionnel sur cette question-là. Quand Driss montre la photo à Gabriel, à la fin, il déploie la photo, il lui dit... Je te rappelle, voilà, ce moment-là qu'on a vécu ensemble, un moment qu'on avait, nous, recréé exprès quelques semaines, même mois avant, puisque, en fait, on a passé une semaine tous ensemble dans ce camp de vacances, à jouer au ping-pong, à aller à la piscine, pour qu'ils se rencontrent tous. Voilà. Et les enfants, voilà, on se sont beaucoup amusés à ça, et on a été visiter cette ferme aux crocodiles, l'Alligator Bay, ça s'appelle la colline de Saint-Michel, où on a pris cette photo. Donc on savait qu'elle nous servirait bien plus tard pour créer un souvenir commun, que l'IS lui montre, etc., etc. Bon, donc on arrive à ce jour où on tourne ça, et on prévoit la scène, ils sont assis à l'entrée, manteau sur le dos, sac au pied, pour qu'on comprenne que Gabriel était sur le départ, etc. Et l'IS commence à déployer la photo, à balancer les répliques, et Gabriel à l'écouter, et ça marche pas du tout, c'est plat, ça n'a aucun sens, enfin, ça raconte pas du tout, ça suscite pas l'émotion l'espèce de tension, d'entre-deux, ce moment d'entre-deux dans lequel la scène doit être. Donc ça va pas, on arrête tout, ok. Gabriel, attends un petit peu, il faut qu'on réfléchisse, alors que tu viens le chef-op avec les chefs de poste, voilà, moi je vais réfléchir, je sais pas comment tourner la scène, ce que j'avais prévu ça marche pas. Puis Gabriel, pendant ce temps, il était sur le canapé, il était commencé en train d'attendre que les adultes, là, réfléchissent beaucoup, se grattent la tête, trouvent la bonne idée, et puis jouent avec son truc. Donc moi je le vois sur un coin d'œil, et je vois son abandon, la manière dont il attend que quelque chose se passe, et que c'était ça qui était juste de la scène, c'est que c'est un enfant qui attend que quelque chose se passe, qu'on décide de son sort, Et donc là, je le vois, et puis je dis aux autres, parce qu'on avait un système de caméra, on avait éclairé la maison pour qu'on puisse toujours comme ça tourner tout le temps, etc. Et donc je fais à Julien, à Liès, et donc là, je viens aller chez le opérateur, prend la caméra, se met en place, Liès comprend, il prend la photo, il reprend un truc, il s'approche à côté de Gabriel. L'idée, c'est de surtout pas casser le moment et de lancer la scène. Et donc Liès s'approche de Gabriel, s'agenouille, et l'autre il est toujours en train de jouer, ça n'avait pas contourné. Hein. Et Liès commence à déployer la photo, et là je vois Gabriel qui fait... Il lève un œil, il voit qu'il y a la caméra, et il se laisse. Je dis pas action, rien. Liès lance la scène, et Gabriel part dans la scène avec lui. Et ce qui était génial, c'est que du coup, ça, on l'a tourné en boucle, comme ça, parce que Gabriel avait compris l'état dans lequel il était, c'était le bon pour la scène, sans que moi, je n'ai rien à dire. Et c'est ça, il s'est passé ça tout le temps, sur tout le tournage, à des échelles plus ou moins efficaces, mais ce principe-là, de s'appuyer sur le moment, de sentir que les enfants sentent que ils étaient au bon endroit de leur émotion, de leur énergie, pour donner quelque chose à la scène, c'est ce qui s'est passé, en fait. Voilà. Et les deux autres qui arrivent dans cette scène en pleurant, là, avec le sac de Playmobil pour l'un, de la même manière, parce que du coup, les deux se sont réunis au même moment, c'est-à-dire que donc on a tourné tout en continu, même s'il y a du montage dans la scène. Ce qui était génial, ce qui s'est passé, c'est que, voyant Mélanie Thierry depuis le début arriver à pleurer sur un claquement de doigts, les deux autres, là, les deux grands, ils n'avaient qu'une envie, c'était de réussir à faire comme elle, parce que dans le scénario, il y avait marqué qu'à un moment donné, il y avait une scène où il fallait qu'ils pleurent. Et donc, ils ont passé tout le tournage à s'entraîner à pleurer. Voilà. Et à venir me voir de temps en temps, à faire « Tiens, regarde !» Non, les gars, ça va pas du tout, rien, j'y crois pas, nul, revenez voir plus tard, etc. Enfin, on s'amusait comme ça à se mettre cet enjeu-là. Bah, à ce moment-là, précisément, comme il savait qu'il y avait une sorte de tension depuis quelques jours, parce que cette scène-là doit arriver, parce qu'il y a marqué « Il faut qu'il pleure » dans le scénario. Moi, je m'étais raconté que s'il pleure pas, c'est pas grave, si on sent à travers l'image qu'on a ce qu'il faut. Donc j'étais pas comme ça accroché aux pleurs. C'est juste que ça mettait la scène à l'endroit où il fallait, en termes de ce qu'elle raconte, quoi.
Mais quand même, avec cet enjeu de réussir à pleurer et tout, ce que j'ai ressenti, c'est que la scène, elle était tellement, pour nous, on était pas loin de la fin du tournage, on est chargé, bref, cette frontière entre le réel, ce qu'on vit et ce qu'on met dans la fiction, on est tous chargés de cette fin du tournage, J'ai dit aux gars, venez voir la scène avec moi, elle est bien la scène, là. Gabriel et Elias, ils sont bien ensemble. Là. Et donc ils regardaient la scène avec moi, et j'ai dit, si jamais la scène elle vous fait pleurer, allez-y, ça va, voilà. Et donc ils regardaient, ils se sont fait... Ils ont fait exprès de pousser leurs larmes à ce moment-là, mais poussés par la scène qu'ils étaient en train de regarder, en fait. Et c'est arrivé. Et les larmes, elles sont arrivées. Et donc là, moi, je retirais les casques, j'avais poussé sur le truc, ils sont allés, et ils ont compris, ils savaient qu'il fallait, là, ils avaient mis le doigt sur le truc. Et donc, ils ont laissé passer les larmes comme ça. Et on a pu refaire 2, 3 tours, comme ça, à chaque fois, avec les gars qui avaient touché le truc, quoi. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. C'est un jeu, voilà, une frontière un tout petit peu bizarre, qui est celle du cinéma où on s'appuie sur le réel, on va chercher dans le réel quelque chose qui nourrisse la fiction, on est tous conscients qu'on est en train de le faire. Je ne voulais pas que ça passe par de la manipulation, il fallait que ça passe par un système de jeu, quoi. Mais un jeu, voilà, qui va chercher dans le réel les émotions, quoi. Et oui, juste, je rajoute quelque chose parce que je trouvais ça étonnant que tu arrives à faire un truc pareil. Souvent, il y a des termes techniques dans le cinéma. En fin de journée, il y a quelqu'un qui dit fin de journée. Ou bien, je sais pas quoi, pour rigoler à la cantine, il y a quelqu'un qui dit bon bah si jamais on fait des heures sup, moi j'appelle mon agent. Hein. Et le petit Gabriel, il a fini par s'approprier ce genre de phrase. Alors que bon, c'était rigolo parce que tu lui disais que c'était un acteur. Et qu'en fait, ça le valorisait, et plutôt que d'infantiliser les enfants en racontant de façon un peu gnangnan quelle était la situation, etc., en fait, ils ne se posaient pas ces questions-là, ils jouaient, parce que c'était des acteurs. Et ça, tu as été vachement fort pour ça. Ouais, en tout cas, c'était l'idée qu'ils soient impliqués. C'était Félix Félix Mati, qui plantait beaucoup de bêtises dans la tête de Gabriel, mais avec beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que c'est lui qui a dit à Gabriel, si on te demande de tourner plus, tu dis qu'il faut qu'on appelle ton agent. Donc Gabriel avait beaucoup de plaisir à me dire, faut t'appeler mon agent, hein, maintenant. Mais ça a mis, voilà, cette ambiance-là, effectivement, de les valoriser en tant qu'ils étaient en train aussi de travailler comme nous, comme bien qu'on n'était pas en train de leur voler quelque chose. Voilà. Madame. Merci beaucoup. Donc moi, je voulais vous remercier, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en tant que professionnel de la DAS, voilà, donc c'est plus un témoignage qu'une question, parce que c'est vrai qu'à ce jour, les familles d'accueil sont encore obligées de mettre la photo qu'un parent, enfin que nous, on leur demande de mettre. On croit en fait que c'est un roman, qu'on parle, et je vous assure qu'en fait, Nabila est une personne encore d'actualité ce jour. Voilà, c'est toujours cet exemple est toujours d'actualité. Il y a des rencontres, ce qu'on appelle des cellules d'unité de vie, la pièce où et c'est vrai que d'autant pareil sur le fait de dire, on croit que c'est un roman et qu'on dit Nabila est méchante, mais non, mais Nabila elle existe vraiment dans la vie, parce que nous on la rencontre. Moi je participe dans le cadre de mon métier à ce genre de choses. Et c'est vrai, on pense aussi que, alors oui, les retraits, on va dire, d'enfants aux familles, ils sont tablés sur d'autres exemples, mais ce cas-là existe aussi, le fait qu'un des parents ne puisse pas, pour X raison, s'occuper momentanément de son enfant, le décès d'une maman ou d'autres, ou d'autres choses. C'est encore d'actualité. Il y a ce que vous évoquiez à très juste titre, des exemples un tout petit peu tout autres, mais celui-ci est encore d'actualité et c'est vrai que si, comme Nabila existe vraiment dans la vie et qu'elle est dépositaire de l'autorité publique, on va dire, moi quand j'ai vu Nabila, la scène avec Nabila, je me suis dit cet enfant il va la retourner directement en pouponnière. Alors, c'est le choix d'une famille d'accueil, d'une autre famille d'accueil qui a été faite, mais je me suis, en fait, bon, je me suis revue professionnellement. Un coup comme ça, vraiment là, aujourd'hui, un coup comme ça, aujourd'hui, l'enfant peut aussi retourner à la pouponnière, où là, c'est direct.
parce que Nabila est quand même là pour faire le lien entre... Donc vous voyez, on croit que c'est une histoire par beaucoup d'aspects romancés, mais elle est par beaucoup d'aspects au cœur de la réalité. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un super chef-d'œuvre, et je me suis revue... parce que là, le petit, il allait direct en pouponnière. Il y a quand même un pacte, nous avons quand même un pacte à faire respecter entre les parents, et ils ont le droit, le papa, s'il se sent prêt, il a effectivement le droit de redemander la garde de son enfant. Alors nous, on sera derrière pour voir si, effectivement, comme Nabila l'a fait avec la juge, madame le juge, c'est possible ou pas. Une famille d'accueil, une fois, nous a fait ça, et c'est vrai que c'est pas autant romancé que cela. Je dirais... On a bien compris. Que c'est inspiré d'un fait réel. Merci. Il y a la dame qui voulait poser une question. Le téléphone qui vient. Voilà. Allez-y. Je voulais également vous remercier. Dans le micro, du coup. Oui, je voulais également vous remercier parce que c'est effectivement un film très riche et de fait, avec une part de réalité, et comme disait la dame précédemment, où de fait on retrouve, bon, sans doute vous êtes inspiré aussi de ce que vous avez vécu d'une part, mais bon, ça c'est formidable parce que finalement dans ce film c'est l'enfant qui mène tout le monde. En fait, c'est cet enfant-là qui fait basculer tous les sentiments des uns et des autres, et ça c'est vraiment très 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 intéressant. Ceci dit, bon, le métier d'assistante familiale, certes l'assistante familiale est la salariée, mais toute la famille fait du bénévolat. Mais tout le monde est impliqué et tout le monde doit y aller, tout le monde participe. J'ai trouvé que la place du conjoint, que vous l'avez aussi formulé, et puis l'intervention des travailleurs sociaux, bien sûr, hein, c'est la réalité, c'est aussi très très intéressant. Moi, ce qui me touche dans ce film, c'est que j'aurais envie de dire, c'est un film sentimental, dans le sens où on est dans le senti et le mental. Et c'est indispensable, précisément dans tout le parcours que vous avez eu, vous, en tant qu'enfant d'assistante familiale. C'est ça. Bon. Merci beaucoup. Merci. Merci, je vous donne la parole. Et avant, je pose une petite question de mise en scène, vraiment. Y compris par rapport à ces fameux travelling, parce que quand même, il y a des mouvements très complexes, des plans séquences dans la maison, des choses un peu flottantes comme ça, et qui ont à voir avec ce temps du rêve et de l'utopie qu'on a évoqué. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé à la première vision, c'est l'effet de boucle du film, et qu'il y a une espèce de fausse boucle. Puisqu'au début, un des premiers plans vraiment impressionnants, c'est d'être dans la rivière sauvage, comme ça, en train d'accompagner des familles, et on voit bien pourquoi la piscine, du coup, raconte des tas de choses sur la fusion des corps, sur le fait de faire corps, soit par couple, puisqu'au début, ils sont mariés femmes ensemble, soit avec le corps de l'enfant qu'on ne sait pas encore ne pas être le sien. Et il y a tout ce très beau flottement au début du film sur mais pourquoi il ne va pas à l'acrobranche, quelle est cette responsabilité qu'elle invoque, qui expliquerait qu'il ne puisse pas être avec les autres, et pourquoi elle est obligée de mentir, et de trouver des subterfuges pour éviter la fusion avec le reste du groupe. On pense qu'il est peut-être malade et qu'il faut le protéger, mais on ne sait pas bien de quoi, tout ça. Voilà, et ces tout premiers travelling comme ça, qui sont très fluides, et en particulier dans cette rivière sauvage, m'évoque la fin du film avec cet autre mouvement imposé qui est l'escalator du cinéma Gaumont de Rennes. Et en même temps, cette similitude-là du mouvement emporté, là, du mouvement contraint, une espèce d'élan commun, quoi, et en réalité aux antipodes, parce que dans le premier travelling de la rivière sauvage, précisément, ils sont fusionnels, et dans le dernier travelling, ce qu'il s'agit de faire précisément, c'est de résister à l'attraction, de revenir vers l'enfant parce qu'on n'a pas le droit, parce que seul le père peut les appeler, et que précisément là, c'est le flux de la vie qui finit par les éloigner, parce que la logique consiste précisément à ce qu'il puisse vivre sa vie à lui seul, et à s'éloigner du coup de cette vraie famille qui était un peu une fausse famille. Voilà. Et donc je voudrais savoir comment tu as travaillé ça dans l'organisation générale du récit, y compris par rapport à ces deux bulles que peuvent être le multiplex d'un côté et le Center Park de l'autre.
Et éventuellement, comment tu as travaillé cette poétique du travelling? Tu as 3 heures. Ouais, comme ça. Voilà. Non, mais non, j'ai jamais eu cette question comme ça, mais c'est vrai que la question de... moi, j'ai senti que j'avais la fin du film au partir du moment où j'ai trouvé comment elle allait s'incarner. C'est-à-dire que je savais un peu comment elle allait... ce qui allait avoir lieu, mais ça m'a été long à déterminer comment ça s'incarne. Et quand l'idée que ça soit dans un cinéma est venue, que, en plus, bon, ça me ramenait à cette histoire de refaire une fiction avec tout ça, que la dernière réplique du film, c'est Jules qui dit est-ce qu'on a vu le même film que lui, qu'il y a ces choses qu'on a rêvées, est-ce qu'on les a vraiment vécues, enfin, même moi, c'est quelque chose que je me demande, mais c'est vrai que ma première envie, après, les choses se répondent quand on fabrique le film, on trouve les éléments comme ça de correspondance, mais qui ne sont pas encore tout à fait là au scénario, par contre. Voilà. Ces éléments de correspondance, on les a accentués. Quand moi j'ai trouvé ce Center Park, enfin, c'est pas un Center Park, mais cette bulle, ce paradis sous cloche où on se laissait porter par la rivière, et qu'à la fin, dans les escalators, effectivement, on se laisse aussi un peu porter, parce que la vie, c'est le truc en boucle, ça c'était super important, c'était comment... moi, mon idée, c'est qu'au début, le film, c'est une page blanche, on va le froisser, et puis à la fin, on essaie de rattraper la page blanche, mais elle ne va pas être tout à fait la même qu'au début, parce qu'il y aura les nervures dessus. Voilà. C'est ça l'idée de la boucle, dans la manière dont on envisage de ce que c'est que le drame. La tragédie, on déchire la page, impossible de recoller les morceaux, etc. Là, on est dans le drame, parce que justement, on essaye de retrouver un semblant de quelque chose, mais il restera toujours une marque. Une des manières de le faire, c'était qu'il y a un dernier élan pour remonter le courant de la rivière. Voilà. Et ils le font, Jules le fait tout de suite, une fois Simon il le fait, et c'est pour ça que cet escalator c'était très bien, parce que ça rappelait ça. On pouvait remonter le courant de la rivière une dernière fois, puis non, il ne faut pas le faire, il faut se relaisser porter. Une fois, voilà. Au début c'était se porter tous ensemble, effectivement ces relations qui se dessinent au fur et à mesure qu'on passe du temps avec eux, on comprend de plus en plus ce qu'est cette famille, et au moment où on la comprend, et ben, en fait, elle est autre chose, voilà, parce qu'on a passé du temps avec eux et qu'à la fin, il faut accepter de se laisser porter par un autre temps, en essayant d'avoir remonté une dernière fois le courant de la rivière. Oui, alors moi je me disais que le film interrogeait la question qui fait famille et qui est légitime à faire famille, parce que moi j'étais pas complètement identifiée à l'assistante familiale, aussi parce que je pense que le père de l'enfant est assez parfait, ce qui est assez rare en général, vous l'avez bien précisé, et que non mais dans ce genre de situation, et que l'assistante familiale a ses fragilités et ses faiblesses, donc je trouve que voilà, finalement ça nuance assez, et je me disais que est-ce que en fait un père et un fils, est-ce que c'est légitime à faire famille? Et moi, j'étais pas autant identifiée que ça à la famille d'accueil, parce que je trouvais ça trop facile, en fait, de proposer finalement ce modèle de famille, là où on a l'impression qu'il y a en effet eu aucun accident de vie dans leur famille. Peut-être que d'ailleurs c'est le premier, celui-ci, oui. Le départ de l'enfant. C'est le premier, c'est dit, hein, par rapport à Nabila. Nabila, elle le dit à Anna, c'est le premier, et après on imagine que ce sera le dernier d'ailleurs. Le premier enfant placé. Non, le premier accident. Premier accident de famille. Ah, pardon. Oui. Dans leur famille à eux. Oui, dans leur famille. Oui, après, j'ai pas l'impression que les familles marchent systématiquement avec une multitude d'accidents. Il y a des monstres. Enfin, moi j'ai des accidents de famille dont vous parlez, où les familles sont profondément remises en question. Il y en a quelques-uns, moi il n'y en a pas tout le temps non plus. J'aurais du mal à répondre. Enfin, le sentiment qu'on fait famille, que cette famille-là, c'est facile pour eux, oui, c'est facile pour eux là au stade où ils en sont, parce que ça y est, l'enfant est complètement intégré. Je pense que, d'ailleurs, ça a été une de mes questions dans mes nombreuses écritures, de raconter comment il arrive, l'enfant. Et je pense que peut-être le premier accident, ça a été son arrivée, et qu'elle a été résolue. À tel point que Anna a cette relation-là avec lui maintenant aussi. Donc on est à un endroit où cette harmonie, maintenant, elle existe. Et qu'elle va devoir se défaire. Voilà. Et la question de qu'est-ce qui est plus légitime des deux, etc., j'espère que c'est le film là, nous met le nez dedans au point d'être un tout petit peu perdu sur la réponse qu'on va en avoir. Quoi.
On triche alors que j'avais une super conclusion et je vous donne quand même la parole, mais c'est vraiment la dernière. Je voulais juste demander quel sens vous mettez à la répartition des chambres des enfants. Il y a plusieurs, il y a un truc très pragmatique, et moi, ce n'était pas le cas quand on avait le petit garçon placé chez nous, c'est que maintenant, on a l'obligation de donner un espace à l'enfant qui lui appartient. Voilà. Donc, vous faites que Simon ait sa chambre, que les deux frères, ils peuvent être dans la leur. C'était pas le cas à mon époque. Mon frère et le petit garçon, ils étaient dans la même chambre, par exemple. Moi, j'avais une chambre à part, ce qui a créé chez eux une complicité que j'avais pas avec eux, etc. etc. Mais j'ai sauté pareil sur le coup de l'histoire de l'obligation de donner une question religieuse à un enfant, quand même, c'est pas la sienne. Plus Simon il avance dans cette idée de séparation, plus les espaces vont se refermer sur lui, se recloisonner, et que ça me permettait d'être dans cet endroit un tout petit peu bizarre où Anna, elle essaye de bien faire les choses, elle porte sa croix, alors, hein, elle porte la cloison, elle va la remettre, et tout, etc. Et n'empêche qu'elle est en train, effectivement, de fabriquer une cellule, en tout cas à l'image du père. En plus, quand il va arriver, il va se dire, mais attends, mais mon fils, il dort là-dedans. C'est-à-dire que les trucs de perception de chaque personnage se retrouvent à un endroit, parce que c'est un mélange de concours de circonstances aussi, qui fait que plus personne n'a la même perception des choses telles qu'elles sont. Voilà. Et il dit, quand il arrive là, il voit son fils, le premier truc, elle dit oui, mais avant mon aîné, elle essaie de se justifier, etc., etc. Et effectivement, il arrive et il voit son fils qui est dans un placard, quoi. Voilà. Et voilà, j'explique tout le film régulièrement, et ça gangrène cette histoire de mauvaise perception que les uns ont des autres. Elle gangrène, elle grossit, et ça amène là où on est obligé d'aller dans ce déchirement de cette manière, quoi. C'est un système d'incompréhension comme ça qui se fait alors qu'on est en train d'essayer de bien faire, en gros. En tout cas, ce soir, vous aurez bien fait, bravo. Toutes les harmonies doivent se disloquer. Merci beaucoup à Florence Muller, Fabienne Gorgin. Et merci à tous. Thierry de Peretti, jeudi, sur enquête sur j'allais dire un scandale d'État, c'est pas du tout ça le titre. Si, c'est ça, vraiment, oui. Un gros trou là. Voilà, que je n'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est absolument formidable. Et Thierry de Peretti est très très brillant, donc ne ratez pas cet événement animé par Victor Courgeon. Bonne soirée. Et merci Stéphane, c'était top. Non, merci Stéphane.